Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'œil de l'été. Le mercato est lancé. Neymar, visiblement malheureux à Paris, et n'entrant plus nécessairement dans les plans d'un PSG nouvelle ère, ira-t-il au Barça? Pogba, courtisé par un Real Madrid qui frappe très fort, peut-il quitter Manchester? Le cas de Griezmann interpelle également, comme celui de Gareth Bale, 4 dossiers complexes qui pourraient durer. Comment les comprendre? Alors avant tout, et comme souvent dans le foot, il y a un effet domino qui anime les gros dossiers du mercato et impossible d'éclairer le cas Neymar sans aborder celui de Griezmann. Après un faux départ l'été dernier, il l'a annoncé finalement en mai et quittera l'Atlético cet été, une vente que le club a prévue en s'offrant les services du prodige Joao Félix contre 126 millions d'euros, mais une vente qui traîne. Aujourd'hui, au 11 juillet donc, et alors que sa clause libératoire est effectivement passée de 200 millions d'euros à 120 en début de mois, il n'est toujours pas un joueur du Barça, qui a pourtant un accord avec Griezmann, mais qui rencontrerait apparemment des problèmes de liquidité, qui aurait du mal à réunir la somme nécessaire en cash, qui vient de payer ses employés avec 3 jours de retard, et bien sûr l'Atlético n'est pas disposé à faire de faveur à l'un de ses principaux rivaux. Apparemment le club accuse le Barça d'avoir préparé un accord avec Griezmann en pleine saison, ce qui légalement est un peu juste. Bref, il y a pas mal de complications, mais pour moi c'est juste une question de jours. Le paiement de clause libératoire, c'est apparemment toujours un casse-tête incroyable pour esquiver les taxes qui s'appliquent, pour pas léser le joueur aussi. Bref, il y a plein de petits détails à régler, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que ça remettra fondamentalement en question le deal, donc verdict, oui, Griezmann ira bien en Barça. Alors du coup, quelle suite pour Neymar? On passe rapidement sur le contexte que tout le monde connaît. Après 2 saisons compliquées, marquées par 2 blessures majeures, les 2 parties semblent s'être lassées l'une de l'autre, et dans une interview au Parisien lundi, Leonardo, nouveau directeur sportif du PSG, a admis que Neymar voulait quitter le club, et qu'il n'y était lui pas défavorable, si les conditions étaient réunies. Quelles sont donc ces fameuses conditions? On peut pas dire qu'elles soient particulièrement claires, mais alors qu'il était estimé il y a quelques semaines que Paris en voulait au moins 300 millions d'euros cash, les exigences semblent s'être assouplies. Aujourd'hui on parle plutôt d'un montant égal à celui payé en 2017, soit 222 millions d'euros, qui pourrait lui-même baisser fonction de joueurs potentiellement échangés. Ça reste une enveloppe colossale. Il faudrait aussi bien sûr que la proposition séduise Neymar lui-même, et si le Real Madrid a sans doute déjà trop dépensé, si un Manchester United promis à l'Europa League n'a aucune chance dans ce dossier, l'unique prétendant est connu, Barcelone. Alors du coup, et pour aller très vite, je vous ai préparé un petit tableau croisé pour-contre, et pour commencer par Paris, la vente de Neymar s'inscrirait parfaitement dans la nouvelle direction que cherchent à prendre Leonardo et Nasser, celle d'un club au-dessus de l'individu, ne tolérant plus les écarts ou les divas. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce serait au moins cohérent par rapport à cet objectif. Deuxième point positif, bien sûr, c'est qu'avec l'argent, les joueurs, ou les deux, que tu récupères, t'es vraisemblablement en position de construire un effectif plus équilibré que celui que t'as aujourd'hui. Et, quoi qu'il arrive, tu te défais un peu de l'étreinte du fair play financier. C'est positif. On peut aussi estimer que retenir un joueur qui veut partir, particulièrement un joueur capable d'aussi gros caprices, c'est pas le top, et qu'au vu de tout ce qui a été dit ces derniers jours, ça va être difficile. Pas impossible, parce que rien ne l'est en football, mais ça va être difficile de repartir une saison avec lui, comme si de rien n'était. Bon, en revanche, pas mal de points négatifs aussi. Déjà, tu perds sur le terrain un crack absolu, le meilleur joueur de ton équipe, et on pourrait peut-être s'arrêter là, mais on doit ajouter aussi que c'est un aveu d'échec résonnant. La plus belle victoire des Qataris tourne au cauchemar, et tu viens de perdre 2 ans, 72 millions d'euros de salaire, pour pas grand-chose. Ça peut aussi être, si on est là très pessimiste, le début de la fin. Si demain tu perds Neymar, que t'échoues à nouveau en 8ème ou en quart de Ligue des Champions, qu'Mbappé part l'été prochain, fin de contrat de Silva, de Cavani, il reste qui en tête de gondole? Il reste qui pour attirer du lourd? Enfin, dernier argument qui pourrait motiver le PSG à trancher vite, et une exécution rapide en l'état ne peut que signifier une non-vente, c'est que justement traîner ce dossier tout l'été serait catastrophique pour Paris, car rebâtir demande du temps. Du côté du Barça ensuite, les avantages d'abord sont nombreux. Déjà tu récupères un top joueur, un mec qui te gagne des matchs à lui tout seul, et alors que tu t'apprêtes à vivre une autre saison sous Valverde, c'est pas de refus. C'est aussi un mouvement qui redonnerait le sourire à Messi, très proche de Neymar et très touché par son départ. Dans le cadre d'un échange comprenant des joueurs, ça permettrait potentiellement de te débarrasser de certains actifs qui ont fait leur temps ou qui te sont relativement indésirables. Enfin, c'est une victoire symbolique qui illustre ton pouvoir d'attractivité et d'influence. Le camouflet est vengé, et le monde voit que tu avais raison il y a 2 ans. Pour autant, les inconvénients sont nombreux aussi.
Déjà, l'opération est extrêmement lourde. Attention aux sanctions, alors que tu fais déjà venir Griezmann et De Jong, même si c'est sur l'exercice précédent pour lui. En parlant de Griezmann, tu crées également un embouteillage pas possible devant, où tu as désormais Messi, Neymar, Griezmann, Suarez, Dembélé, Coutinho, Malcolm. Alors à voir si certains de ces joueurs sont échangés, mais même si tu gardes que les 4 premiers, et même si Suarez commence à vieillir, t'empiles les superstars, et c'est pas toujours le bon cocktail. De manière générale, ton effectif se déséquilibre significativement. On peut aussi estimer qu'avec Neymar, t'as bien sûr une garantie de talent, mais pas une garantie de performance. On est quand même sur un mec blessé 2 fois gravement sur 2 saisons, et toujours au pire moment. Attention. Enfin, et j'espère que la lecture symbolique de tout à l'heure vous a fait réagir, parce qu'on peut également en faire une autre. C'est qu'avec ce transfert, loin de réparer l'injure de 2017, tu te plies en fait une deuxième fois aux exigences du PSG, et une deuxième fois à celle de Neymar. Toi, grand Barça, tu courbes à nouveau les chines pour une diva qui t'a fait souffrir, ta fierté en prend un coup. Ne serait-ce pas là l'illustration saisissante d'un déclin annoncé. Bon, du coup, pas mal d'éléments pour analyser tout ça, et chacun se fera son avis en conséquence. Le truc qu'on peut peut-être ajouter, c'est que si Paris réussit, et on en est à utiliser ce terme, ça veut tout dire, mais si Paris réussit à revendre Neymar cet été, que retenir de son passage? Le Qatar était si fier de son coup, qui devait permettre l'irruption du PSG au plus haut niveau, ou qui en tout cas la symbolisait, en soutirant un joyau au roi du monde footballistique, mais 2 ans plus tard, et 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions plus tard, l'échec est flagrant. Alors cela dit, et au vu des déclarations récentes de Leonardo, on peut y voir aussi peut-être un peu de positif, car il semble que la leçon est retenue. Gageons par exemple qu'on ne verra plus la Tour Eiffel s'illuminer pour un joueur, peu importe son talent, et qu'après avoir longtemps misé sur des joueurs d'exception, à la valeur établie mais dont l'aura dépassait celle même du club, et Paris va enfin grandir à son rythme, avec moins de bling et plus de classe. Pour moi ce serait donc le point positif à tirer de toute cette aventure, qui est d'ailleurs loin d'être terminée, car si je devais me prononcer aujourd'hui, je dirais que les planètes ne sont pas alignées, et que non, Neymar ne quittera pas Paris cet été. Tout simplement parce que son prix est inaccessible pour un club qui n'a pas suffisamment préparé le dossier en amont. Je pense aussi que Paris ne voudra pas faire les poubelles du Barça, en acceptant un échange de joueurs. Et dans ce cas de figure, ça aurait peut-être été plus intéressant d'aller piocher au Real Madrid. La transition est donc toute trouvée, puisqu'après avoir enregistré les arrivées de Rodrigo, Ferland Mendy, Eder Militao, Luka Jovic et Eden Hazard, pour un total estimé à 303 millions d'euros, le Real Madrid lorgne avec insistance sur Paul Pogba, qui est actuellement en Australie, auprès de ses coéquipiers, dans le cadre du stage de préparation des Red Devils à Perth. Alors à nouveau, c'est pas un dossier évident. À 26 ans, le temps presse pour Pogba, qui doit absolument partir cet été ou vivre avec les regrets d'une carrière en club fondamentalement décevante, pas qualifié pour la Ligue des Champions, pas un prétendant sérieux au titre en Première Ligue. C'est pas une injure de dire qu'il y a absolument rien à aller chercher pour lui à Manchester cette saison. Et selon Mino Raiola, son agent, Pogba voudrait absolument partir, on n'a aucun mal à le croire. Le truc c'est qu'en face, United, même si d'un point de vue sportif c'est assez catastrophique, même si la gestion de Woodward me dégoûte profondément, le truc c'est qu'en face, United a financièrement les reins solides et a pas particulièrement besoin de vendre. On peut aussi estimer que depuis quelques années, le club est géré davantage comme une entreprise classique qui vise avant tout à produire des dividendes pour ses actionnaires que comme une réelle organisation sportive. Et dans ce cadre-là, quand t'es la première ou la deuxième marque du monde footballistique, et quand t'es plus préoccupé par la vente de maillots en Asie que par le fossé qui se creuse sur le rectangle vert entre toi et tes rivaux historiques, la perte de Pogba et de tout ce qui est lié à Pogba, de son flocage par exemple, elle fait mal, et elle doit impérativement être compensée par l'arrivée d'une star. Donc voilà, quand on entend parler d'une valeur estimée pour Pogba à 180 millions d'euros, une valeur estimée par Manchester United, et qu'on voit l'ardoise actuelle du Real Madrid, ça semble assez difficile d'imaginer un dénouement positif. Mais le truc, c'est que les 5 transferts à 303 millions d'euros ont été finalisés en juin, ou même avant, et donc logiquement devraient compter sur l'exercice précédent. Alors, bien sûr, ça fait quand même une sacrée somme à équilibrer, mais s'il n'y a pas un tour de passe-passe comptable qui m'échappe, théoriquement, la balance des transferts pour l'exercice 2019-2020 est encore vierge. Et donc, mon verdict sur cet épisode de la saga absolument incroyable qu'est ce mercato d'été, c'est que oui, Pogba va effectivement rallier le Real Madrid. Et il pourrait d'ailleurs y croiser Gareth Bale, dans ce qui serait un été d'échange invraisemblable. Alors là, personnellement, je pense pas que ça se fera, ou en tout cas pas en ces termes, parce qu'United perdrait trop au change,
Mais en revanche, je pense que, oui, Bale quittera effectivement le Real Madrid cet été. Peut-être la même logique que pour Pogba, mais tout simplement parce que c'est assez difficile d'aller contre la volonté de Zidane, qu'il veut dehors absolument. Dans la hiérarchie des attaquants, il serait aussi derrière Hazard, Vinicius, Lucas Vazquez, Asensio, Jovic, Benzema, peut-être Rodrigo, et il pourrait faire le bonheur d'un club de bon niveau. Pour finir, et comme d'habitude, je vous propose quelques paris pour ce soir, déjà à 18h et dans ce qui sera une superbe affiche de Cannes. Je vois des débats très équilibrés entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Il y a un nul à 2,95 qui me semble super sympa. Et dans la foulée, on a aussi Madagascar-Tunisie. Voilà, pour une place en demi-finale de Coupe d'Afrique. Je sais pas qui aurait dit ça hier moi. Et donc, malgré le parcours exceptionnel des Malgaches, malgré les 4 nuls consécutifs de la Tunisie sur ce tournoi, c'est bien les Aigles de Carthage que je vois l'emporter, mais d'une courte tête. Et vous avez donc la victoire de la Tunisie par un but d'écart qui est coté à 3. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cet épisode de l'œil de l'été, et j'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la suite des événements. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est toujours de très loin la meilleure manière de m'encourager. De l'autre côté, et après avoir parlé du PSG il y a 2 semaines, et de l'OM le week-end dernier, on se retrouve bien sûr samedi à 10h pour aborder la situation de l'OL dans un épisode un peu différent de ce qu'on a fait pour l'instant. D'ici là, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.